C'est pas bannir, mais plutôt de réinstaller, réubiquer, je sais pas comment dire, resituer dans les discours politiques les mots gauche en tant que signifiant plutôt signifié d'une façon politiquement inopérante, quoi. Le problème, c'est pour nous, c'était que gauche, même si, bien sûr, nous sommes tous des gens de gauche, même voire d'extrême gauche, les mots gauche génèrent aujourd'hui, définissent un état des choses dans les structures discursives, non, qu'on ne permettent pas gagner, qui nous amène permanemment à une position de subalternité dans le cadre du discours néolibéral. Alors, la réflexion qu'on a fait à Podemos, mais aussi à Barcelone en Commun, à des différentes candidatures locales qui se sont organisées ces derniers temps, c'est que justement, il fallait sortir de cette organisation particulière du discours pour pouvoir parvenir à articuler des nouvelles alliances sociales avec des mouvements, avec la citoyenneté en général, quoi. Moi, je ne me prononcerai pas du tout sur la question, le cas espagnol. Hein. J'entends parfaitement ce que nous dit Raymondo, je l'enregistre, et je l'enregistre avec d'autant plus d'intérêt qu'en France, on est malgré tout confronté à un problème semblable, puisque le clivage gauche-droite dans la dernière décennie a perdu pour une part de sa signification, compte tenu évidemment du fait que la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement se sont considérablement rapprochés dans leur pratique, ce qui fait que parfois on finit par ne plus savoir ce que signifie la gauche et la droite. Sauf qu'en France, en même temps, ceux qui considèrent que la droite et la gauche n'ont pas de sens se classent sur l'axe gauche-droite. Et je dirais qu'en France, on est confronté à un problème qui peut se définir de trois manières. Il y a d'abord, première question, on est dans un système institutionnel et électoral qui fonctionne par le biais notamment de l'élection du président de la République au suffrage universel sous la forme d'un clivage binaire. Et que de ce fait, l'élection, le système électoral oblige à un moment donné à revenir à des rassemblements majoritaires au second tour en termes de gauche et de droite. D'autre part, il y a une seconde caractéristique qui est qu'en France, la référence à la gauche et à la droite n'est pas simplement j'allais dire, une référence institutionnelle, c'est-à-dire on ne s'inscrit pas simplement dans un jeu qui est un jeu institutionnel venu d'en haut. Le clivage de la gauche et de la droite en France est un clivage ancien, il a plus de 2 siècles, et ce qui le structure, c'est la question de l'égalité. Or, nous avons en France un problème qui est que, depuis plusieurs années, on essaie de faire repasser, et là l'extrême droite française joue un rôle très important là-dessus, l'idée qu'en France, les questions ne sont plus désormais des questions d'égalité, des questions de classe, mais des questions d'identité. Et moi j'ai l'impression qu'il faut tenir en France sur l'idée, la question qui est la question centrale de la société n'est pas la question de l'identité et de l'égalité, et il se trouve qu'en France, la manière d'exprimer de façon simple la question de l'égalité sur le terrain politique, c'est le clivage gauche-droite. Donc moi j'ai l'impression, mais je dis j'ai l'impression parce que ça se discute, et ça se discute chez nous, qu'en France en tout cas, il faut occuper le terrain de la gauche et de la droite, mais pour redonner du sens à ce clivage, et en particulier sur la question de l'égalité. Et ce qui devient le plus déterminant, c'est à l'intérieur de la gauche de mener le débat sur qu'est-ce que ça signifie concrètement prendre le parti de l'égalité. Est-ce que ça signifie accepter les règles de Bruxelles? Est-ce que ça signifie accepter la règle d'or? Est-ce que ça signifie la dérégulation? Ou au contraire,
d'aller vers une politique radicalement plus sociale, en rupture avec la logique des circuits financiers. Oui, je suis, en fait, je crois qu'on peut regarder les pays du sud de l'Europe et on retrouve justement des cas nationaux qui sont très différents. Et la Grèce, c'est un cas, l'Italie un autre, Portugal, l'Espagne un autre. Et bien sûr, même si on a eu un parcours d'intégration européenne, l'État-nation reste quand même très fort et surtout les cultures politiques nationales, sont très fortes. Alors, c'est pas qu'on peut jouer avec les mots comme si un jeu d'artifice, non, un jeu purement rhétorique pourrait changer complètement le scénario politique. Or, il s'agit justement de comprendre quel est le rapport entre ce qu'on peut faire en tant qu'énonciateur des discours, en tant qu'agent politique qui parle à un public, à une citoyenneté, mais en tant qu'il y a une préfiguration historique, qu'il y a une sédimentation des significations que c'est un fait. C'est quelque chose qui vient donner de l'histoire, on ne peut pas parler parce qu'autrement on serait dans un cadre de figure du typique sectaire qui parle sans avoir un écho, sans avoir une réponse, une interaction productive, quoi. Donc, et ce que je vois, c'est que dans le cas par exemple de l'Italie ou le cas de France, et même si je ne connais pas trop bien les cas français, j'ai vécu en Suisse quand même, j'ai toujours une vision latérale de la France, bien soit helvétique, soit catalan, espagnol. Mais quand même, ce que je vois, c'est ce qui a fait réellement le problème en France, c'est qu'il n'y a pas eu un 15M, un mouvement des indignés. Et il n'y a pas eu dans une rupture dans la rue d'une puissance telle qu'il permette d'avoir justement cette ouverture. On peut essayer des formules discursives, on peut avoir ce débat-là. Et d'autre part, justement la France, peut-être parce qu'il n'était pas tellement affecté par les politiques d'austérité européennes, s'est trouvé dans une situation où la réaction des comportements réactionnaires de droite, basés justement sur ce repli identitaire à l'État-nation, a été possible. Et c'est justement ça qui a profité très bien le Front National, qui a justement signifié les mots France, français, non, la France aux Français, qui a toujours pu jouer sur cet espace politique-là. Et bien sûr, en poussant la gauche dans une situation à la défensive, non, disons. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, ce que j'aurais ajouté, c'est j'ai dit pourquoi la référence à la gauche me paraissait encore pertinente dans le cas français. Oui. Mais ça doit s'accompagner d'une autre affirmation, et là nous rejoignons l'exemple espagnol et celui de Podemos. C'est s'il faut, à mon avis, maintenir la référence, il faut la faire vivre sur la base d'une rupture politique avec ce qui se faisait auparavant. C'est-à-dire que on ne peut investir la notion de gauche qu'à condition d'opérer une rupture politique, à mon avis, sur deux axes en particulier. Nous avons en France un double problème, un problème qui est un problème d'articulation entre le social et le politique, d'une part, et nous avons d'autre part, comme en Espagne, des problèmes de forme politique. Articulation du social et du politique, nous avons un problème sur la durée, qui est d'abord que nous n'avons pas eu en France, en tout cas jusqu'à présent, l'équivalent du mouvement des indignés en Espagne ou du mouvement de Syntagma, enfin du mouvement populaire dans le cas de la Grèce, pour des raisons qui renvoient évidemment à la structure sociopolitique de l'Espagne et de la Grèce, différente de celle de la France. Mais plus généralement, depuis une vingtaine d'années, nous sommes devant un problème qui est que nous avons
de la lutte sociale, même si elle n'a pas la forme qui est la forme prise en Espagne et en Grèce, nous avons des mouvements critiques dans ce qu'on appelle la société civile, autour des questions des droits, des sans-logis, autour de la question salariale, autour de la question des droits des homosexuels, etc., etc. Et nous n'arrivons pas, mais ça c'est un problème de 20 ans, à trouver une forme politique qui permette à cette contestation sociale, à cette critique sociale, de s'inscrire dans une construction politique qui peut agir sur les institutions. Donc on a un problème qui est un problème de savoir comment créer le lien entre ce social et le politique, sans lequel il ne peut pas y avoir de mouvement de transformation de l'espace politique. Et nous avons un deuxième problème, qui est un problème de forme politique. Et là, je pense que si je ne suis pas certain qu'il faille considérer que l'expérience de Podemos est un modèle à proprement parler, je trouve qu'il y a dans ce que fait Podemos quelques, j'allais dire, valeurs de portée pour moi universelle. Par exemple, dans Podemos, ce qui m'intéresse, c'est peut-être 4 choses, pour le dire rapidement. La première, c'est le renouvellement. C'est la volonté de renouvellement, y compris de renouvellement générationnel, et ça, en France, pour l'instant, nous n'avons pas réussi à le faire. Voilà, il y a la volonté de renouvellement. Il y a l'idée, le désir de construire les choses par en bas, et non pas par en haut, de le construire par capillarité, au fond, en faisant jouer la multitude, comme dirait, en utilisant la force de la multitude, comme dirait Negri, pour subvertir un espace institutionnel bloqué. Il y a pour moi, en troisième lieu, l'idée qu'il est, comment dire, possible et nécessaire d'investir l'espace public en utilisant les instruments actuels de la modernité et pas en se contentant de pester, de râler contre, par exemple, les médias, mais au fond, d'utiliser, par exemple, les réseaux sociaux, d'utiliser Internet pour construire, en quelque sorte, un espace public à l'intérieur de l'espace public. Ça, pour moi, c'est une chose qui est une chose, comment dire, que je crois très intéressante dans l'exemple de Podemos. Et le dernier, pour moi, c'est un mouvement qui ne part pas d'une théorie a priori, décidée par avance, mais qui part des aspirations populaires les plus simples en essayant de l'exprimer de façon simple. Alors, encore une fois, je ne dis pas pour autant qu'il suffit de copier l'exemple de Podemos. L'histoire a montré à plusieurs reprises que l'application, j'allais dire, scolaire des modèles débouche en général plutôt sur des catastrophes que sur de la création. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, en Espagne, comme en Grèce d'ailleurs, hein, on a 2 cas où des mouvements nouveaux qui occupent le terrain de la rupture et de la novation sont en train de bousculer le paysage politique institutionnel. C'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, non? Ce changement de la façon d'agir, des nouvelles formes politiques. Je suis complètement d'accord, en fait, dans ce diagnostic. Et en fait, ce qui peut-être c'est justement le cas qu'on en fait les comparaisons politiques entre les pays, c'est justement que dans le cas espagnol, on a un problème qui paradoxalement est devenu un avantage. C'est l'Espagne a eu historiquement un problème d'articulation du discours républicain et démocratique. Quand on regarde l'histoire de l'Espagne, c'est l'histoire d'un républicanisme échoué, d'un républicanisme qui n'arrive jamais à articuler la République et la démocratie en même temps. Et tandis qu'en France, c'est justement au contraire. C'est le discours républicain démocratique par excellence. C'est la Révolution française, c'est le 48, la Commune. Voilà, c'est en France, régulièrement, chaque fois que le régime politique a une crise, c'est justement ce retour à la racine républicaine ce qui permet de les relancer
la politique, les champs du politique avec une puissance toujours extraordinaire et qui nous a toujours accomplexé les Espagnols. L'Espagne, c'est justement le cas contraire, c'est toujours le cas de la révolution conservatrice triomphante, quoi. Et, il faut que regarder le 19e espagnol pour se déprimer notre meilleur penseurs politiques, on était toujours des penseurs de l'extrême droite, des penseurs conservateurs. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a eu une réception de Demestre, on a eu même notre penseur, la Donoso Cortés, on même voir aussi les fascistes, Onésimo Redondo, le Desmarramos, d'autres. Alors, dans les cas, c'est justement ce point-là qu'on a un paradoxe. C'est la réception, par exemple, d'un conservateur extraordinaire de la deuxième moitié du XXe, comme le cas de Carl Schmitt. Ça nous permet justement de bouleverser la situation. Et donc, d'un côté, nous avons un pays où la dépolitisation, 4 décennies de franquisme, de répression brutale d'une des guerrilles coloniales dans la métropole et qui écrase complètement la possibilité de penser la politique, et ça nous laisse un terrain, je ne sais pas comment dire, plein, sans rupture, voilà. Et c'est ça ce qui permet justement le succès des indignés. Et qui est un mot comme indignation, que c'est un mot, en principe, du point de vue du langage politique, tellement simple, tellement qui ne veut rien dire, mais en même temps que peut tout dire. C'est un mot primaire, c'est un mot du sentiment le plus basique du genre humain d'avant une situation de justice, quoi. Et il n'y a pas, entre l'indignation et la politique, il n'y a rien. Il y a tout à faire. C'est justement, ça c'est la paradoxe espagnole, parce que en même temps, on a une génération, justement, non, on parlait tout à l'heure de la génération, il y a toute une génération qui n'a jamais... bon, c'est un peu plus compliqué parce que moi, les gens qu'on a dynamisés d'une façon, non, les cadres politiques qu'on a organisé Podemos, nous sommes des hériteurs, non, de la tradition de la résistance politique, mais on est parfaitement conscients qu'on était écrasés, quoi. Moi, je viens d'une famille de militants de l'extrême gauche, du nationalisme galicien, et on a très, comme on dit en espagnol, que quatre chats, non, on est que très peu de monde, quoi. Alors, mais justement, cette situation-là nous permet d'avoir la nécessité de faire l'effort justement de réarticuler un camp politique tellement complexe comme c'est le cas du discours du républicanisme français. C'est-à-dire d'une richesse tellement puissante que j'imagine pas, ça doit être une difficulté énorme. Tandis que nous, c'est comme si on nous avait donné un papier en blanc et nous avait dit, alors, dessinez-vous ce que vous pensez que c'est possible de faire d'une certaine façon. Ça, c'est la paradoxe. On était complètement désespérés, mais en même temps, on a d'un coup trouvé une situation réellement positive, quoi. C'est justement parce que la seule chose à gagner, c'était la conviction que le politique, c'était possible. Et c'est ça ce qui nous donne le mouvement des indignés. C'est ce petit moment où les champs du politique est ouvert et dit, alors, voilà, allons-y. D'ailleurs, en fait, si on pense du point de vue des générations, nous sommes en train de vivre l'équivalent du 68 en France, en sens suivant. Après la défaite de Vichy, ça c'est notre transition politique, il y a toute une génération qui n'a vécu pas la dictature, qui n'a même pas mémoire de la dictature. Je l'ai par des raisons biographiques, mais ma génération n'a pas la mémoire de la dictature. Alors, on est, de ce point de vue, BH pour essayer la démocratie dans toute sa puissance.
Et c'est justement ça ce qui nous a permis le mouvement d'indignés. C'est des conditions très particulières de l'histoire de l'Espagne, qui bien sûr ne peut pas être extrapolée à la France. Tout à fait. Mais c'est vrai que, aussi bien dans le cas de la Grèce que dans le cas de l'Espagne, il y a un tel délabrement du système politique que ça crée une situation de page blanche dans lesquelles, au fond, la force qui est capable d'innovation peut s'imposer en peu de temps comme une forme centrale du débat politique. Alors c'est vrai qu'en France, on est dans une situation différente. Nous sommes dans une société qui est une société attaquée par la crise, par l'ultralibéralisme, par la soumission aux règles de Washington, du consensus de Washington ou de la règle d'or européenne, mais nous ne sommes pas dans une société délabrée. Nous sommes dans un système politique qui est un système politique en crise profonde de légitimité, mais ça n'est pas un système politique qui est complètement effondré. Donc on est dans une situation différente, mais j'allais dire cette situation différente, je relativiserai, j'allais dire, l'originalité de la situation française par rapport à l'Espagne. Je m'explique. Tu dis à juste raison, tu parles de la forte présence en France de l'idée républicaine, des valeurs républicaines. C'est vrai que ce qui est la caractéristique française, hein, sur la très longue durée, c'est qu'on est dans un pays dans lequel dès le départ, le passage à la modernité bourgeoise, hein, le passage de la féodalité au capitalisme, se fait sur la base d'une révolution bourgeoise, mais d'une révolution bourgeoise dans laquelle le mouvement populaire a joué un rôle actif. Et dans lequel ce mouvement populaire a été mis sur le côté, hein, dès la Révolution française, mais il n'a jamais été écrasé comme il a été écrasé en Angleterre, en Allemagne, etc. Ce qui fait qu'on est dans une situation où, à l'intérieur du consensus républicain, s'exprime depuis 2 siècles une forte composante plébéienne, radicale, de souche révolutionnaire. Ça, c'est la grande originalité française qui fait que, par exemple, pendant quelques décennies, au XXe siècle, la gauche a été dominée par le Parti communiste et pas par la social-démocratie, comme c'était le cas dans la quasi-totalité des pays européens. Sauf que le problème est que nous avons là, j'allais dire, une source de force, hein, c'est une chance pour le mouvement populaire et pour les valeurs d'égalité, mais il y a un petit problème, qui est que cette tradition révolutionnaire, d'abord la tradition communiste, mais pas seulement, n'a pas su se transformer de l'intérieur. Et donc nous sommes dans un moment où, par exemple, la référence aux idées républicaines, aux valeurs républicaines, aux valeurs de la gauche est une chance, mais ça peut être aussi un piège, c'est-à-dire ça peut fonctionner sur le registre de la nostalgie. Or moi je crois que justement ce qui est une des clés, j'allais dire, de l'avenir, c'est il faut s'inscrire dans cette histoire, c'est une chance, il ne faut pas cracher sur la chance que cela donne, mais en même temps il y a un besoin de rénovation, de transformation radicale à l'intérieur de la culture démocratique révolutionnaire, sans lequel nous allons être condamnés à répéter, et dans ce cas, c'est d'autres qui prennent la place. Et il faut d'autant plus se renouveler qu'en France, il y a aussi un paradoxe, qui est que nous avons aujourd'hui en France une extrême droite qui s'est montrée capable de reprendre justement des valeurs que la gauche de gauche n'a pas été capable de renouveler véritablement. Ce qui fait par exemple que le thème de la caste ou de l'élite qui chez vous est porteur d'une dynamique qui favorise Podemos, chez nous fonctionne sur le registre du ressentiment contre la caste et qui nourrit plutôt, j'allais dire, le vote Front National ou l'abstention. Et cela, pour une raison qui est une raison toute simple, c'est que le problème central, c'est le problème du peuple. Et le problème du peuple, ce qui unifie le peuple, ben, c'est le fait qu'il est dominé, c'est le fait qu'il est aliéné, c'est le fait qu'il est exploité.
Mais en même temps, ce peuple, il a quelque chose qui l'unifie, mais c'est aussi un peuple aujourd'hui éclaté, dispersé par la concurrence sur le marché du travail, par la mondialisation. Et tout le problème qui nous est posé, c'est il ne faut pas faire comme si ce peuple était déjà uni. Par exemple, les 99%, ça ne fonctionne pas véritablement chez nous, hein, dans notre société. Il ne faut pas faire comme s'il était uni, mais il faut créer les conditions de son unification politique. Et donc, ça suppose pour moi deux choses, c'est il faut retravailler la question de l'égalité que nous avons abandonnée, et la question de l'égalité, ça c'est une question concrète, mais c'est une question qui doit être pensée à la fois dans la continuité et de façon nouvelle. L'égalité, le combat pour l'égalité aujourd'hui, c'est à la fois le même combat pour l'égalité qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, mais les questions de l'égalité ne se posent plus exactement de la même manière, dans les mêmes termes, avec les mêmes mots d'ordre. Donc, notre problème à nous, c'est nous avons la chance d'avoir une tradition qui est une tradition critique, qui reste là, qui continue d'irriguer la société française en sous-bassement, mais sur le plan politique, comme la gauche de gauche n'a pas été capable de se renouveler suffisamment dans ses mots, dans ses formes, dans ses méthodes d'action, elle a laissé le terrain à d'autres forces, et nous avons, nous, aujourd'hui un problème qui est un problème de recomposition. C'est pour ça que je le disais, les deux axes de la recomposition, c'est il faut retravailler le rapport du social et du politique à notre manière, hein, et notamment en tenant compte du fait, on va peut-être en parler, que les partis politiques, ils sont à la fois dépassés, et en même temps, pour l'instant, ils existent, et il faut renouveler profondément notre façon de parler, notre façon de nous rassembler, notre façon d'intervenir dans l'espace public. Voilà. Donc nous avons, par rapport à l'Espagne, nous ne sommes pas dans une table rase, il n'y a pas de page blanche chez nous, il y a une tradition qui est une chance, mais cette chance ne peut se transformer politiquement qu'à condition que nous soyons nous-mêmes capables de nous transformer suffisamment profondément pour être capable de parler massivement à la population et pas simplement à des cercles limités de militants ou à des cercles sociaux très limités. Avec les mots de Gramsci, c'est un monstre. C'est justement cette monstruosité gramscienne qu'on en parle de ce qui est vieux ne meurt pas, et c'est le nouveau qui n'y arrive pas à naître. Non, justement, l'organisation à Podemos, c'est une chose que d'une part, c'est le mouvement d'indigné. Hein, cette prolifération des cercles, cette prolifération réticulaire, horizontale, rhizomatique, que dirait Deleuze. Mais d'autre part, c'est aussi la compréhension, la nécessité, le besoin, en fait, de la concurrence dans le terrain des élections, dans le terrain électoral. C'est un mélange, finalement, pragmatique, c'est un hybride. Justement, ces monstruosités-là, c'est ce qui donne comme résultat une machine organisatrice très productive dans les contextes particuliers où on est. Et en fait, il ne faut pas, en plus, c'est pas qu'il y a une formule organisative pensée à l'avance, mais plutôt c'est un virus, c'est quelque chose qui mute, non? C'est des mutations organisatrices sur la marche en fonction des besoins d'un côté de concurrence électorale, mais de l'autre côté aussi des délibérations collectives, d'aperture, non, d'ouverture des espaces délibératifs dans la société. Et ça génère des contradictions affreuses, quoi. Et c'est bien, c'est loin, c'est très loin d'être harmonieuse ou d'être la formule heureuse, non? Là, on n'a pas trouvé la formule magique, mais ce qu'on a trouvé, c'est un champ d'expérimentation et une tension constitutrice entre une petite groupe, en fait, je ne dirais pas une élite, en plus, notre critique dit la nouvelle casta, hein, mais
mais quand même, c'est aussi quelque chose de très particulier. Il faudrait aussi faire une réflexion sur ce point-là, que c'est une petite rébellion des politologues. C'est pas par hasard que statistiquement des cadres de Podemos viennent des sciences politiques, des sciences sociales et en plus très particulièrement de l'analyse des discours. Alors, ça, c'est une influence française en plus. Hein. C'est justement cette combinaison-là qui permet d'avoir cette chambre d'expérimentation. Et on est dans une bataille permanente. Hein. La critique disons, des cadres dirigeants de Podemos, la plus dure, ça vient de Podemos aussi. En ce sens-là, on a complètement aussi écrasé l'opinion publique. Je veux dire, historiquement, le problème de la gauche, c'était que la critique des élites intellectuelles par voie du País, des moyens, c'est comme en France, si Le Monde, Libération, non, fait les critiques de la gauche, et la gauche restait bloquée par l'impuissance de ne pas pouvoir répondre à cette audience à cause justement de l'intermédiation des intellectuels organiques. Alors, tandis qu'en Espagne, on a justement mis en place tel spectacle de critique mutuelle et d'attention. Il ne suffit pas de regarder, par exemple, ces jours, hier et aujourd'hui, si vous regardez dans la presse espagnole, il y a l'énième critique des bases de Podemos, les manifestes, des gens qui... mais en même temps, Podemos se laisse faire la critique. Et justement parce que c'est dans ce terrain qui prolifère la subjectivation antagoniste qui nous permet tout le temps d'avoir justement l'initiative. C'est notre agent politique, c'est notre discours qui est mis en place. Et c'est justement les moyens de communication, les médias du régime politique qui doivent s'adapter et qu'ils sont réellement à la défensive dans ce moment. Et ils ont très bien réussi à nous mettre dans une situation compliquée les derniers 2-3 mois, mais après les élections du 24, on se retrouve maintenant dans le cadre des figures pionnières où les problèmes d'organisation, d'articulation, des rapports et des cercles et des candidats, des dirigeants, disons, des élites de Podemos, ce qui permet de réactiver justement les champs du politique. Et tandis que ce soit vivant, ça nous permettra de continuer notre marche vers les élections d'automne. Ben, comment dire, Podemos a acquis en peu de temps une place centrale dans l'espace politique espagnol. Il a gagné la centralité. Voilà, ça c'est un acquis, c'est donc une expérience qui est une expérience inédite, hein, il faut dire les choses, avec évidemment celle de Syriza en Grèce. Ce sont deux expériences inédites. Moi, je ne suis pas en état de juger, j'allais dire, la manière dont cette expérience se construit à l'intérieur. Moi, pour l'instant, j'en suis sur le registre de l'observation. J'observe, je cherche à comprendre comment ça fonctionne. Je me garderai de juger de l'expérience Podemos. Cela dit, effectivement, je disais au départ, c'est une expérience qui nous parle d'autant plus, nous pose d'autant plus de questions en France que nous, d'une certaine manière, pour l'instant, nous n'avons pas réussi à trouver la forme qui nous permette d'occuper une place centrale dans l'espace public. Pour une part, la cause, je l'avais énoncé au départ, c'est nous sommes dans un pays dans lequel la politisation est passée prioritairement, notamment dans les catégories populaires, au travers d'un système partisan, par la constitution de grands partis de masse ouvriers, le Parti socialiste, puis le Parti communiste au XXe siècle. Donc la politisation populaire est passée par le parti. Le problème est que la forme parti, calquée sur l'État, hiérarchique, verticale,
ne fonctionne plus, ou plus exactement, elle a toujours été à la fois un facteur de libération, d'émancipation et de dépossession. Aujourd'hui, c'est plutôt la dépossession qui l'emporte sur la capacité d'émancipation. Sauf que toutes les tentatives jusqu'à présent, en dehors des systèmes partisans, ont échoué. Par exemple, en 1995, après la grande grève de novembre-décembre 1995, il y a eu des tentatives autour de ce qu'on appelait le mouvement social, les états généraux du mouvement social, pour donner à l'impulsion sociale, qui était au fond l'équivalent, j'allais dire, des indignés en France à l'époque, une forme politique. Ça a échoué. 10 ans plus tard, après, autour du référendum sur le traité constitutionnel européen, où le nom de gauche a marqué le paysage politique, on a essayé de structurer quelque chose qui s'est appelé courant antilibéral. On a échoué. Et donc, on est dans cette situation où tout à la fois les partis politiques sont en voie d'obsolescence accélérée, ne permettent plus la politisation élargie, et où en même temps, les tentatives pour construire en dehors des partis ont échoué. Et donc, nous sommes au fond devant une contradiction, mais moi je crois qu'une contradiction, il faut l'assumer. Des constructions qui sont des constructions avant tout partisanes autour des partis ne peuvent pas déboucher sur une relance démocratique politique, et en même temps, des constructions qui contournent la réalité du fait partisan sont elles-mêmes vouées à l'inefficacité, à l'échec. Donc moi j'ai tendance à penser, mais j'allais dire de manière pragmatique, que si l'on veut comment dire, régler le problème structurel d'une réarticulation du social et du politique. Ce qui a fait longtemps la force du PC, c'était quoi? Ben, c'était qu'il était au cœur d'une sorte de galaxie d'organisation dans lequel il y avait du syndicat, il y avait des associations, il y avait des mouvements culturels, etc. etc. Il faut aujourd'hui réarticuler le social, syndical, associatif, les intellectuels, l'activité intellectuelle, le travail sur la connaissance, sur les valeurs, sur les symboles, etc., le travail des intellectuels et le système partisan. Moi, j'ai l'impression que c'est dans la recherche, malgré tout, d'une combinatoire entre ces trois niveaux, le social, le culturel et le politique, que nous arrivons à trouver notre forme originale. Mais force est de constater que pour l'instant, nous ne l'avons pas réussi. Par exemple, en France, la forme de rassemblement qui, dans les dernières années, sur le plan politique, a été la plus large, ça a été l'expérience du Front de gauche qui continue d'exister, mais ce Front de gauche est à la fois ce qu'on a fait de plus rassembleur dans l'espace politique, mais ce Front de gauche reste, comment dire, pénalisé par le fait qu'il est avant tout une construction partisane autour de partis. C'est d'abord un cartel de partis politiques, d'organisations politiques, et il n'a pas comment dire, cette force venue d'en bas que Podemos a réussi à exprimer en quelque temps et qui est, on le sait, sur le terrain politique, la clé des avancées. Par exemple, l'expérience du Front populaire. En France, on considère souvent que le Front populaire, c'est l'alliance des communistes, des socialistes et des radicaux, mais ce qu'on oublie, c'est que l'appel du Rassemblement populaire en 1935, il était signé par une soixantaine d'associations, parmi lesquelles les syndicats, des organisations, des associations de la société civile, comme on dirait aujourd'hui, des associations culturelles, etc. C'est parce que le Front populaire a été un mouvement qui était un mouvement à la fois par en bas et mobilisant des partis qu'il a été capable de changer la donne. Je pense que si il faut chercher en France, j'allais dire, quelque chose qui nous rapproche de l'impulsion de Podemos, c'est dans cette réarticulation, dans lequel les partis ont donc une place à jouer, à condition que cette place ne soit plus la place, j'allais dire, structurante, qui a été le cas des formules anciennes, je pense à l'union de la gauche, etc., etc. Voilà. Mais donc, pour l'instant, nous sommes devant une contradiction. Moi, je pense que une contradiction, il ne suffit pas de dire non, elle n'existe pas. Il faut l'assumer, mais en sachant que nous ne parviendrons à nos fins
que sur la base de la rupture dans un certain nombre d'habitudes. Par exemple, l'habitude qui fait que le mouvement, par exemple, syndical ou associatif, hésite à intervenir sur le terrain politique parce qu'il ne veut pas être placé sous la suggestion des partis politiques, est aujourd'hui, pour une part, un obstacle. Parce que sans l'implication, non pas comment dire, comme parti politique, mais sans implication des syndicats et des associations sur le terrain de la politique, du projet politique, de la construction politique, il n'y a pas de mouvement possible. Mais en sens inverse, si les partis s'imaginent qu'ils vont pouvoir tirer en quelque sorte les marrons du feu et continuer à jouer le rôle d'organisateur par en haut, ben, ça débouchera nécessairement sur un échec. Donc on est aujourd'hui devant, j'allais dire, une nécessité de construction. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé la formule. Encore une fois, je ne suis pas certain que l'application, j'allais presque dire mot à mot, du modèle Podemos est pertinent en France, mais c'est une expérience que nous devons regarder avec attention, avec modestie, en sachant que ça s'est développé en Grèce ou en Espagne dans des circonstances qui ne sont pas les nôtres. C'est pas un contexte qui est le nôtre, mais quand même, nous vivons dans un même monde, dans une même Europe, et donc comprendre ce qui se passe chez vous, le regarder, c'est pour moi quelque chose, et encore une fois le soutenir, hein, n'oublions jamais cette question, oui. C'est quelque chose de fondamental. Oui, mais justement, est-ce que pour revenir tout de vous, c'est justement qu'on parlait de ce problème d'articulation d'une politique qui ne soit pas identitaire. Cette politique identitaire est justement au centre de ce blocage, de cette impossibilité du politique même. Et ce n'est pas seulement qu'il s'agit du discours sur les questions, sur la nation, sur l'identité nationale, qu'en France en plus c'est une identité d'État. Parce qu'en Espagne c'est un peu plus compliqué, on a justement une question nationale qui nous rappelle justement l'importance de la construction de l'État échoué. C'est à nouveau la paradoxe espagnole de cette faiblesse qui devient possibilité d'une puissance nouvelle. Mais ce qui, quand j'entendais maintenant, non, votre explication, je pensais justement à cette identité des partis. En France, l'un des problèmes, je pense, c'est justement que c'est là que je vois dans le terrain politique. Si je serais français, j'aurais mal à penser comment faire pour justement surpasser des identités politiques, parce que être communiste, trotskiste ou socialiste en France, c'est quelque chose qui rappelle tout de suite à des rapports d'organisatrices. Tandis qu'en Espagne, c'est quelque chose de beaucoup plus... je ne sais pas comment dire, mais en tout cas moins compliqué, beaucoup plus facile à résoudre, tandis que les identités ne sont pas tellement liées à des rapports organisatrices. Alors, justement, là, c'est ce que je vois, les centres du problème non, français maintenant, ça serait ce dont j'aurais besoin d'une réflexion, où je ne dis rien, mes efforts les plus grands seraient à résoudre justement comment surpasser ça. Parce que notre identité communiste, par exemple, qui était très forte dans la transition et dans la lutte antifranquiste, a été complètement écrasée par une identité socialiste qui en même temps c'était une non-identité. En fait, c'est une identité vague par rapport au succès de la démocratisation des structures de l'État franquiste par une nouvelle élite jeune dans les années 80 qui, par contre, finalement, ça a révélé comme une nouvelle, un renouvellement des castas, un mouvement lampédusien, quoi. Donc, ça, encore une fois, c'est justement la paradoxe espagnole qui nous a permis, peut-être qu'on pourrait dire qu'on est arrivé tellement à un point de faiblesse que ça n'est resté que devenir fort. Et c'est dans cet horizon nouvel
dans cette direction que nous progressons maintenant. Mais voilà, j'espère bien que ça se passe des choses, qu'il y aura je sais pas, l'événement en France qui peuvent changer les rapports de ces identitaires, parce qu'autrement, je vois que l'extrême droite a une situation où peut gagner encore le terrain parce qu'il ne trouvait pas justement un champ politique antagoniste, quoi. Il trouve que des replis sur des questions identitaires organisatrices. Bon, je retiens qu'il faut aller au fond de la piscine pour pouvoir donner un coup qui nous remonte à la surface. Le dernier mot aura été pour Podemos.